Bonjour, Monsieur Saïd. Merci d'avoir accepté cette interview. Pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre parcours en tant que professeur de français, langue étrangère et traducteur-interprète? Ok, merci beaucoup pour commencer. Je tiens à vous remercier pour cette opportunité. D'abord pour avoir une audience, pour parler au monde entier, pour leur parler un peu de l'importance du français. Bon, je m'appelle Monsieur Adebite Saïd. Je suis du Nigeria, précisément de l'état de Osun, qui est situé au sud-ouest du Nigeria. Je viens précisément d'une ville qu'on appelle Edjibo. Cette ville est je peux dire, c'est la ville la plus francophone du Nigeria, parce que tout le monde pratiquement parle le français dans cette ville. Les personnes âgées, les vieilles personnes, les commerçants, c'est courant de parler le français à Edjibo. Bon, j'ai eu l'opportunité d'étudier ici à l'université. J'ai fait le français, BA Education, à Adeyemi College of Education. Adeyemi College of Education est affilié à la prestigieuse université Obafemi Awolowo. C'est l'une des universités les plus renommées ici au Nigeria. Donc, après ce programme à l'université, je me suis retourné en Côte d'Ivoire où j'enseignais dans des écoles privées. Précisément, il y a un collège qu'on appelle le collège Gandhi à Yamsokro, à la capitale. Et j'ai enseigné là-bas pendant 3 ans. Bon, après, lorsque j'ai vu que mon français était bien redoré, j'ai décidé de revenir au Nigeria pour venir faire profiter vraiment la communauté nigériane de tout ce que j'ai appris. Voilà. Et j'ai commencé à travailler à Abuja dans une école privée qu'on appelle Wooden Todd International School. J'ai travaillé dans cette école pendant au moins 9 ans. Et en même temps aussi, j'ai commencé aussi à travailler un peu avec l'Institut français en temps partiel. Et bon, dans les années en 2000, j'ai eu aussi une autre offre pour intégrer le système universitaire qu'on appelle Federal University d'Oussema, qui se trouve dans l'état de Castina. Bon, au début, je voulais totalement déposer ma démission à l'Institut, mais avec le Covid, donc rien ne s'est fait pendant pratiquement un an, plus d'1 an à l'université. Donc, je continuais toujours à travailler avec l'Institut français pour les cours en ligne. Bon, après, lorsque nous avons repris, j'ai vu que je pouvais concilier les deux travaux ensemble parce que ma famille est basée ici à Abuja. Donc, c'était une opportunité pour moi aussi d'être proche de ma famille. J'allais seulement soit dans la semaine, je suis à Kassina et je venais ici à l'Institut pour les cours de samedi. Bon, généralement, lorsque je suis libre ou je ne suis pas trop occupée, je suis aussi là pour certains projets. Et j'ai fait une formation en France, précisément une maîtrise à l'université de Rouen en France. C'est un programme très enrichissant. J'ai eu l'opportunité aussi d'aller suivre des formations comme un bain linguistique. Il y a un centre qu'on appelle le centre de langue de Carrel. Oui, c'est un centre de perfectionnement où on vous apprend les systèmes d'enseignement. Et bon, je participe aux examens ici à l'Institut. Je suis en habilité jusqu'au niveau C2 pour la coordination des examens d'EFDAF. Bon, étant donné que je suis parfaitement bilingue, français et anglais, euh, de temps en temps, on fait appel à moi pour des traductions et interprétations. J'ai participé à plusieurs réunions de haut niveau avec la CDO, avec les Nations Unies, avec des ONG. Donc de temps à autre, on fait appel à moi pour traduire ou bien pour une conférence, pour interpréter. Et vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Je suis même membre de la MITI, qui est Nigerian Institute of Translator and Interpreter. C'est-à-dire c'est l'association
nigérian. C'est un institut nigérian des traducteurs et des interprètes. Wow, Je suis un membre partiel. Vous êtes très engagé dans le français. Oui. Voilà. Et vous avez dit que vous travaillez dans 2 institutions différentes. Et comment parvenez-vous à concilier ces rôles et qu'est-ce qui distingue ces 2 environnements de travail? Bon, normalement, à vrai dire, ce n'est pas totalement facile compte tenu de la distance. Mais lorsqu'on a la passion de partager ce qu'on a, je pense que lorsqu'il y a cette volonté, il y a cette passion, même le plus difficile devient facile. Et bon, pour concilier les 2 choses, c'est facile. J'ai un programme très chargé. Lorsque je suis à Cassina, je fais l'effort de finir tout mon programme pour être un peu libre, pour me concentrer pour mes cours de samedi ici. Donc, souvent aussi, il y a des personnes aussi qui ont besoin de formation spéciale. Par exemple, il y a des amis, il y a des personnes qui sont au Canada, qui suivent des cours même en ligne. C'est vrai, ils sont déjà au Canada, mais ils ont besoin de quelqu'un pour les former, pour maîtriser le français. Donc, j'anime aussi des cours en ligne pour ces personnes. Voilà. Et pour concilier les 2, ce n'est pas totalement facile, mais ça vaut le coup. Parce qu'il y a l'expérience de l'université qui est une chose à part, l'expérience aussi de l'institut aussi qui est quelque chose. Donc j'arrive à concilier les 2 expériences et ça me permet d'être très performant dans la manière dont j'enseigne. Le système universitaire a ses forces, c'est vrai, il y a des faiblesses. De même aussi, à l'institut aussi, il y a des forces, il y a aussi quelques faiblesses. Donc, pour moi, j'arrive à mettre les 2 systèmes ensemble. Quand j'enseigne à l'université, les étudiants vraiment sont très émus. Ils veulent apprendre. J'ai une manière de les encourager à apprendre. Je leur donne un peu d'expérience. Je leur parle des étudiants à l'institut. De la même manière aussi que je fais, lorsque je donne des cours aussi à l'institut, je leur parle aussi de l'expérience à l'université. Donc, ça fait de moi vraiment quelqu'un vraiment qui maîtrise la pédagogie. Oui, parlons de ces étudiants que vous venez d'évoquer. Quels sont selon vous les principaux défis auxquels les étudiants nigérians font face lorsqu'ils apprennent le français? Les défis, si vous voyez un peu pratiquement, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été menées et les recherches vraiment essayent de montrer un peu la situation du terrain. L'un des problèmes majeurs des apprenants, c'est le parler. Ils ont beaucoup de difficultés pour parler, surtout à l'université. À l'université, l'un des problèmes majeurs, le temps alloué au cours de français est très indésirable. C'est très faible. Imaginez-vous, vous voulez apprendre quelqu'un soit l'introduction au français, ou bien vous voulez lui apprendre peut-être l'introduction à la traduction. Et cette personne a un cours seulement de 2 heures par semaine. Pendant, disons, peut-être 12 ou bien 13 ou bien 14 semaines. Lorsque vous faites le calcul, au maximum qu'il peut avoir, c'est 28 heures de cours. Et 28 heures de cours, c'est très en deçà des normes qui peut même amener quelqu'un à avoir un bon niveau A1. Donc, vous voyez, ça, c'est le problème numéro 1 au niveau des universités. Et de 2, à l'université aussi, les salles sont très insuffisants. Donc, vous êtes obligé vraiment de regrouper un grand nombre d'étudiants. Par exemple, lorsque je prenais les cours de GST, c'est-à-dire français général, souvent, j'avais dans ma classe 1500 étudiants, 1000 étudiants, 900 étudiants dans une même classe, 500 étudiants dans une même classe. Donc, le professeur n'est pas un magicien. Il essaie de faire, et quelle méthode il va utiliser? Ça serait la méthode traditionnelle, il écrit au tableau, il leur demande juste de répéter et faire quelques applications comme ce que je le fais. Mais malgré cela, les étudiants vraiment avec le zèle, avec cette envie d'apprendre, ils étaient vraiment très encouragés. Ils ont même créé un groupe
où vraiment on arrivait à continuer vraiment cet apprentissage. Donc c'est le problème majeur, c'est le parler et le problème de temps. Et c'est également aussi les équipements. Les équipements ne sont pas suffisants. Souvent, vous allez à l'université, le tableau même que vous allez utiliser, le tableau n'est pas totalement blanc. Et il y a des étudiants qui sont au fond de la classe qui ne peuvent pas vous entendre convenablement. Il n'y a pas assez de place. Donc, c'est un problème majeur. Ça dit même l'équipement même basique qu'on a besoin pour une formation, il n'y a pas dans les universités. Oh, il y en a, mais ça ne fonctionne pas. Souvent, vous avez des projecteurs, mais ça ne fonctionne pas. Souvent, vous avez la lumière et autres, mais il n'y a pas l'électricité. Ça, c'est le problème majeur au niveau des universités. Le parler, les classes sont très encombrées et le manque d'équipement. Ici, la logistique. Bon, ici à l'Institut, les apprenants vraiment, sont vraiment très joyeux. Vraiment, ils ont la chance d'avoir des professionnels parce que je travaille avec des collègues qui sont très professionnels, qui ont suivi vraiment beaucoup de formations, comme moi aussi. Et ici, ils mettent l'emphase sur le parler. On crée des situations pour amener les étudiants à parler. Et l'autre chance encore, c'est que les classes ne sont pas très larges. Souvent maximum 12 étudiants, 13 étudiants, 14 et quelques rares fois 15 ou bien 16 étudiants. Donc vous avez la chance de faire beaucoup de travaux de groupe avec ces étudiants pour manipuler, faire même des jeux de rôle, créer même des scénarios. Pour permettre la communication. Oui, pour permettre la communication. Oui, mais à l'université, ce n'est pas facile. Oui, selon le contexte que vous avez décrit, ce n'est pas vraiment facile. Alors, quelles sont vos perspectives pour l'avenir, et que ce soit dans l'enseignement ou en tant que traducteur? Bon, j'ai beaucoup de projets, particulièrement. Une des choses que je voudrais, c'est que je veux que le gouvernement du Nigeria soit très sérieux avec cette histoire d'enseignement et apprentissage du français. Cela ne doit pas juste laisser à la main de l'ambassade de France ou bien les organisations internationales. Parce que le gouvernement, il gagnerait beaucoup de choses en formant les étudiants nigériens à être parfaitement bilingues. Parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités d'emploi qui sont disponibles. Mais du moment où vous n'êtes pas bilingue, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'emplois qui nécessitent vraiment la maîtrise du français et de l'anglais. Et si vraiment le Nigeria qui a déjà même adopté le français comme sa deuxième langue officielle, il faudrait que vraiment les choses soient mises en place pour que concrètement, lorsque les étudiants finissent à l'université, ils puissent avoir au moins un niveau B2. C'est-à-dire lorsqu'ils finissent l'université, ils puissent avoir au moins le niveau B2. Et cela peut les ouvrir beaucoup de portes. Lorsque quelqu'un est ingénieur ici au Nigeria et il sait bien s'exprimer en français, forcément, je suis sûr, cette personne va décrocher un boulot en un rien de temps. On a beaucoup d'exemples. Par exemple, le président de la BAD, la Banque africaine de développement, il a eu son poste parce que vraiment il a une bonne maîtrise du français. On a aussi l'ancienne ministre Okonjo-Iweala. Donc ce sont des exemples. Vraiment, mais le gouvernement doit repenser la manière d'enseigner ce français. Pourquoi pas vraiment essayer d'engager une sorte de collaboration entre les universités et l'Institut français, les universités et les alliances françaises. Parce que dans les instituts, ce n'est pas que tout est parfait, mais quand même, il y a la bonne pratique. Il y a des méthodes, les méthodes vraiment innovantes, les méthodes. Pourquoi vraiment créer une sorte de synergie? Et il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés. Mais ces projets, il n'y a pas eu de suite. Essayez d'aller revoir quels sont les différents projets qui ont été lancés et voir est-ce que ces projets ont commencé ou à quel moment le projet s'est arrêté et voir comment est-ce qu'il faut essayer de relancer ces projets. Bon, l'ambassade de France aussi peut aussi essayer de continuer. On ne doit pas se lasser des réactions, peut-être de l'inaction du gouvernement nigérien. Mais il faudrait qu'il pense plutôt que si les Nigériens adoptent le français, forcément, le gouvernement serait obligé aussi de faire quoi? De miser, de mettre la main à la poche pour promouvoir cet enseignement du français. Et il y a beaucoup d'opportunités. Moi, par exemple, je traduis. C'est un marché vraiment qui est très lucratif. Aujourd'hui, on se plaint
du chômage. Ici au Nigeria, les jeunes n'ont pas de travail. Mais si vraiment le français est bien redosé, je vous assure, même sans atteindre même le gouvernement, il peut faire beaucoup de choses. Donc le français est comme une opportunité pour les étudiants nigériens. Oui. Et pour les jeunes Nigériens en général. Oui. Il y a plus de... Si vraiment le Nigeria a beaucoup à gagner en faisant la promotion de la langue française. Regardez par exemple cette histoire de Japa. Beaucoup de Nigériens ont bénéficié à cause de leur niveau de français. Ils ont facilement pu être sélectionnés dans le French Draw. Et ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup de Nigériens qui ont eu l'opportunité d'aller en France pendant le programme de Assistant Language Teacher. Language Assistant. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut voir. Il y a beaucoup d'universités qui sont en partenariat avec le gouvernement français pour mener certains projets. Et même la France même veut même que de plus en plus d'étudiants nigériens viennent pour faire des cours en France. Dans votre introduction, vous avez parlé de votre ville natale. Oui. Vous l'avez qualifiée comme la ville la plus francophone au Nigeria. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup français? Pourquoi est-ce que presque tout le monde parle français dans votre ville comme vous le dites? Bon, lorsque je parle de Edjibo, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été faites à la télé, à la radio sur la ville d'Edjibo. Tout le monde est unanime sur la ville d'Edjibo, c'est la ville la plus francophone. Pourquoi? Est-ce qu'on enseigne plus le français? Non, c'est pas l'enseignement, c'est historique. Ok. Vous nous donner un petit contexte? C'est quelque chose d'historique. Okay. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de vagues de flux d'immigration. C'est-à-dire que Edjibo est une ville qui est dans l'état de Osun. Avant, c'était dans l'état d'Oyo. Et la plupart des habitants de cette ville ont cette tendance à immigrer. Oh. Oui. Okay. Et c'est à travers l'immigration au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, surtout en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas une famille à Edjibo qui n'a pas un membre de sa famille en Côte d'Ivoire. Wow. Donc, c'est de là que tout est parti. Jusqu'à présent, moi, j'ai mes frères et sœurs qui sont toujours en Côte d'Ivoire. Wow. Il y a mon grand frère qui a la nationalité ivoirienne. Moi, c'est parce que je n'ai pas voulu. Mon objectif, c'est de venir vraiment développer le français ici au Nigeria. Wow. Donc, lorsque vous avez toutes les familles, il n'y a pas une famille à Edjibo qui n'a pas une partie de cette famille qui se trouve en Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup de moyens de transport, des bus qui voyagent de la Côte d'Ivoire directement à Edjibo et de Edjibo directement à Abidjan. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup l'histoire d'Edjibo. Pour votre temps et pour ces éclaircissements. Mais un dernier mot pour nos auditeurs. Bon, ce que je peux dire, c'est que vraiment, les étudiants qui sont à l'université, qui font le français, tout ce que je peux vous dire, essayez de vous professionnaliser. Ce français, c'est un métier d'avenir. Ceux aussi qui étudient même certaines filières comme la médecine, la pharmacie, l'agriculture, le commerce, il faudrait qu'ils fassent un effort vraiment pour apprendre le français. La plupart des pays francophones, leurs étudiants peuvent s'exprimer facilement en anglais. Donc nous aussi, pourquoi pas ne pas faire la même chose? Et pendant les vacances, pourquoi pas ne pas aller dans les instituts, dans les alliances, pour aller essayer d'avoir une notion du français. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez à l'institut, même les parents font venir leurs enfants pour apprendre le français. C'est ceux-là qui pensent à l'avenir. Donc, ceux qui sont déjà, ils ont compris. Oh, oui. Donc, c'est à vous maintenant de vraiment planifier, utiliser vraiment cette opportunité des alliances, des instituts, du français qui est apprise dans vos universités pour redorer vos blasons. Je vous remercie. Voilà, merci M. Saïd et à la prochaine. Merci beaucoup, je vous remercie. So that was our interview with Mr. Saïd. Listen and drop your comments. Voilà.